avec cette chaleur, trouver refuge dans une salle climatisée pendant près de 6 heures, c'est pas une si mauvaise idée. Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien, que vous buvez suffisamment d'eau, et aujourd'hui on va s'intéresser non pas à un, mais deux films. Parce que vendredi dernier est sortie la seconde partie du diptyque d'Antonin Baudry, réalisateur du Chant du Loup, La Bataille de Gaulle. Diptyque dont la partie 1 avait faiblement démarré au box-office d'ailleurs. Et surtout vu le budget mis en place par Pathé, on parle entre 90 et 100 millions d'euros, soit le budget le plus cher de l'histoire de la firme. Un échec annoncé qui les a carrément obligés à modifier la date de la seconde partie en l'avançant d'une semaine. Et à leur technique qui fonctionne, excellent bouche à oreille ou la fête du cinéma qui joue son œuvre, le box-office s'est nettement amélioré au point de gagner des spectateurs chaque semaine. Et perso, j'avais déjà adoré la première partie pour des raisons qu'on va voir ensuite. Cela dit, j'ai voulu attendre la sortie de la seconde pour confirmer tout le bien que j'en avais pensé, et notamment d'un point de vue de ses thématiques. Il y a des cas où la seconde partie était vraiment moins bonne, je pense aux Trois Mousquetaires. L'occasion de traiter ce diptyque non pas comme deux films, mais un seul, et je vous préviens, pour illustrer mes propos, je vais révéler certains éléments de l'histoire. Est-ce que c'est du spoil ou pas, étant donné que ce sont des événements qui se sont réellement passés? Je vous laisse juger. En tout cas, ne restez pas si vous ne voulez pas savoir qu'à la fin, on gagne. L'occasion de préciser qu'évidemment, toutes mes réflexions vont se porter sur les événements qui se passent dans le film, donc potentiellement qu'il y a des raccourcis, des approximations et des choses qui contredisent un peu la vérité. Maintenant, est-ce que la vérité historique est absolument importante? C'est un débat. On parle de cinéma, on parle d'œuvres d'art, on parle d'un artiste qui va proposer normalement un point de vue sur un événement. Donc ne pas coller précisément à la vérité historique, on s'en fout un peu, non? Ce sont des critiques qui sont revenues dans ce que j'ai pu lire sur les films. Certains disent qu'il y a un côté trop fiche Wikipédia et de l'autre que ça a tendance à un peu arranger certains événements. Mais j'avais surtout l'impression que cette critique venait de personnes dont la morale allait à l'encontre de ce qu'ils voyaient dans De Gaulle. Mais dans le cas d'une œuvre d'art, on a besoin de romancer. Ça ne veut pas dire remplacer l'histoire. L'histoire existe toujours, vous pouvez toujours aller sur des sites vraiment spécialisés, vous avez l'école pour apprendre. Personnellement, j'attends une proposition, j'attends un propos, après à débattre si je suis en accord ou pas avec celui-ci. Mais en tout cas, j'attends d'un artiste qu'il me propose une œuvre. Donc voilà, peut-être que mes réflexions seront en contradiction avec la réalité, mais elles découleront des péripéties présentes dans les films. Et donc, qu'ai-je pensé de la bataille de Gaulle? Comme je le disais, j'ai adoré. C'est du divertissement populaire ultra efficace, les deux films durent 2h40, je ne me suis pas ennuyé une seule seconde. On peut même reprocher au montage dans la première partie d'être un peu trop rapide, de ne pas vraiment laisser les choses s'installer, les personnages exister. Mais c'est déjà réglé dans la seconde qui est nettement plus posée et qui apporte enfin de l'émotion. Avec quelques scènes d'ailleurs, je pense à un discours de Leclerc ou la citation du poème d'Éluard Liberté, qui donne quelques frissons. C'est du cinéma ultra ambitieux, par son budget, on l'a dit, près de 90 millions d'euros, mais aussi par sa volonté d'épique. J'en ai vu certains critiquer une approche trop à l'américaine, perso ça m'a pas dérangé, et si le film avait été américain, est-ce qu'on aurait fait le même reproche? Et même par son esthétique, je trouve la photo, les jeux de lumière vraiment très beaux, j'y ai retrouvé davantage un côté BD, cohérent puisque Baudry, le réalisateur, vient de la bande dessinée. On retrouve ça notamment dans son travail du cadre, il y a énormément de plans qui marquent. Pour rester dans la partie 2, un plan avec la caméra qui va suivre la voiture de Leclerc tandis qu'il circule au milieu de tanks, ou encore un en pleine nuit où des éclairs vont soudain révéler des bateaux sur une mer agitée. Et bien que les films se passent beaucoup dans des bureaux, il va réussir à instaurer une véritable ambiance, une véritable tension au cours des nombreuses joutes verbales. Il y a une envie de cinéma qui est omniprésente. Tout évidemment n'est pas parfait, on parlait du montage dans la partie 1, dans cette même partie il y a une ellipse de 1 an qui est assez brutale, et on peut parler des effets spéciaux, notamment les explosions qui ne sont pas toujours incroyables. Mais on voit la volonté, on voit le talent du réal, et bordel, en dehors de Monte Cristo, et encore il avait des enjeux à plus petite échelle, ça faisait longtemps que j'avais pas vu du cinéma français proposer un tel spectacle. En un sens peut-être même trop proposé. Il veut énormément raconter, parler de De Gaulle bien sûr, mais à différentes échelles, parler des soldats, de la résistance, ça aborde beaucoup de thématiques. Une générosité que l'on retrouve dans le ton des films. Ça se veut un biopic, ça se veut un film de guerre, ça se veut un film d'action avec un côté très iconique, des ruptures de ton aussi avec de l'humour. Humour présent surtout dans la partie 1 et qui a plutôt divisé, perso je le trouve pertinent dans ce qu'il veut raconter, même s'il y a des gars qui tombent à plat. Il y en a notamment un où De Gaulle est en Afrique et on lui dit de se méfier des moustiques et il dit « les moustiques ne piquent pas De Gaulle ». Et là le plan s'étire, cut, et il est malade à cause d'une piqûre de moustique. Là où d'un point de vue montage, on aurait dû cut juste après sa réflexion pour appuyer l'aspect comique. Et si en tant que spectateur, ça a été une de vos limites dans la première partie, je vous rassure, l'humour est nettement moins présent dans la seconde qui est beaucoup plus désespéré et sombre. Encore une fois, vous ne m'entendrez pas dire que les films sont parfaits, mais quel spectacle! La bataille de Gaulle, c'est du divertissement grand public, de qualité, riche, profond,
techniquement solide, très bien interprété, et rien que pour ça, je vous encourage à foncer en salle. Mais là où le film m'a vraiment intéressé, m'a vraiment attrapé, c'est pour son fond, ses thématiques, et surtout dans sa façon de dépeindre le général. On aurait pu le sacraliser, c'est d'ailleurs ce qui se passe lors de la première séquence où il affronte un tank avec une voiture, mais c'est parce qu'il est sur le terrain, dans son élément, et le reste va être beaucoup plus malin. Parce que dans ce diptyque, il n'y a pas un De Gaulle, il y en a deux. Il y a déjà De Gaulle le symbole, et celui-là est respecté. Il est la grande figure de la France libre, celui qui va engendrer la résistance et être la motivation des soldats. Celui qui va pousser aussi des civils à quitter la France pour s'engager dans l'armée. Et les films montrent l'importance de ces symboles. Mais de l'autre côté, on a le De Gaulle homme, et autant dire que de ce point de vue-là, c'est nettement moins reluisant. Il est montré comme quelqu'un d'extrêmement têtu, qui refuse toute négociation. Il est également extrêmement imbu de sa personne. Il se considère lui-même comme la représentation de la France libre. Et lorsque Churchill, par un coup bas, va le rétrograder, au lieu de continuer à servir la France, il va simplement partir. Sa posture très droite et ses gestes très carrés qui lui donnent un côté affirmé qui nourrit le symbole, dans la réalité le montre comme quelqu'un de plutôt strict, rigide, pour ne pas dire coincé et peu sympathique, au point où il en devient ridicule, d'où cet humour décalé. Pour en revenir à tout à l'heure, considérer que les moustiques ne vont pas le piquer parce que c'est De Gaulle, c'est juste stupide. Il y a un côté colonialiste, il y a une petite séquence où il s'émerveille des cases lors de son arrivée au Cameroun. Le colonialisme qui n'est pas vraiment abordé, et encore est-ce vraiment un sujet dans la Seconde Guerre mondiale, mais je trouve que Baudry, notamment par l'image, arrive à apporter plein de petites réflexions en sous-texte. Je pense notamment à une scène où De Gaulle arrive dans une ville et où il est acclamé par tous les habitants, qui sont blancs, pendant que tous les soldats au garde à vous sont noirs. Un moyen indirect de montrer la différence de statut entre les deux. C'est aussi présent dans la seconde partie, mais pour des éléments que je garde pour plus tard. Il est même limite montré comme un frein dans le déroulement de la guerre, comme quelqu'un qui n'ose pas aller au bout de ce qu'il doit faire. Je pense au port de Dakar où lorsque la marine française débarque, il va décider de se retirer parce que on ne tue pas les Français, quand bien même ce sont des traîtres. Et c'est aussi quelqu'un qui ne fait aucun effort, il vit à Londres et n'apprend pas l'anglais. Pire, la majorité de ses choix stratégiques soit échouent, soit réussissent sur un coup de bol, soit quelqu'un d'autre les avait anticipés avant. Et le meilleur exemple pour illustrer les deux faces de cette même pièce, c'est la bataille de Bir Hakeim. Superbe séquence d'une bataille de 15 jours où les troupes françaises de Koenig, Magimel débordant de charisme, vont tenir tête à des Allemands 10 fois plus nombreux pour permettre la retraite des Anglais. Événement qui n'a lieu que parce que Churchill décide de remettre De Gaulle au pouvoir, parce qu'il se doutait qu'il prendrait cette même décision. Une mission suicide où tout le long le montage fait le parallèle entre les soldats qui se battent vaillamment, qui meurent, et De Gaulle qui lui est paisiblement installé dans son bureau. Pourtant, à l'annonce de la victoire, c'est bien ce dernier qui est acclamé, alors qu'il n'a rien fait. La partie 2 va légèrement atténuer cet aspect-là et son côté ridicule. Il apparaît plus affirmé, plus ouvert, maîtrisant davantage l'aspect politique. Il est moins dans l'affrontement direct, mais plus dans la manipulation comme ses opposants, Churchill, Roosevelt, etc. On sent une évolution du personnage. On sent malgré tout que ses adversaires contrôlent beaucoup mieux les rouages du pouvoir. Ils tombent dans des pièges assez évidents. Tout le long des deux films, il y a une volonté de le dégager. Et ça serait arrivé si les personnes que le symbole inspire ne se seraient pas battues pour lui. La bataille de Gaulle, c'est l'occasion de remettre en avant les vrais héros, les soldats, les civils qui ont tout quitté pour s'engager, les résistants. Pendant que les dirigeants se livrent à un concours de qui est la plus grosse, les Français, eux, sont sur le terrain et se battent. En parallèle du général, on va donc suivre différentes figures. Koenig donc, Leclerc, Neil Schneider qui vole la vedette dans la partie 2 pour les soldats, Jean Moulin, Fernand, Olivia pour la résistance. Des hommes et femmes qui sont parfois, sans le savoir, en contradiction directe avec De Gaulle. Fernand, qui est un des personnages centraux de la partie 1, voue une véritable admiration au général. Et pourtant, par le montage, il est montré comme son antithèse. C'est quelqu'un qui est nettement plus dans l'émotion, dans le partage. Aussi, en intégrant la résistance, il est dans un système beaucoup plus horizontal où tout le monde est à égalité et partage les informations, contrairement à De Gaulle qui est dans un système beaucoup plus vertical. Mais la différence majeure arrive à la fin du premier film lorsque Fernand abat froidement le vichiste Darlan. D'un côté, De Gaulle ne veut pas tuer les Français parce que Français, même si ce sont des traîtres. D'un autre côté, Fernand n'hésite pas une seconde et les abat. Et ce au mépris de sa propre vie puisqu'il sera lui-même exécuté. Là où De Gaulle demande aux autres de mourir, lui meurt pour sa patrie. Et ce, en clamant le nom de Gaulle juste avant de mourir. De Gaulle qui n'en aurait sans doute pas fait autant. Accentuant encore la différence entre De Gaulle l'homme et De Gaulle le symbole. Des personnages inspirés par le symbole de Gaulle qui vont agir en son nom, actions qui vont nourrir le symbole et qui mèneront à la création de nouveaux héros. Et attention, eux-mêmes sont représentés et considérés par d'autres comme des symboles. Koenig et Leclerc sont particulièrement iconisés et c'est la raison pour laquelle leurs hommes sont prêts à les suivre. J'en ai vu certains parler du traitement de Leclerc comme celui d'un Captain America. Et c'est pas si déconnant. Pas forcément d'un point de vue blockbuster ou patriotique, mais plus dans le sens où Leclerc représente une sorte de pureté de la foi en ce qu'est la France. Et c'est par leur victoire, leur fidélité à De Gaulle, leur manipulation aussi, Moulin dans sa mise en place du Conseil national de résistance, qu'ils vont permettre au général de rester au pouvoir.
Tant qu'ils nourrissent le symbole, l'homme garde le soutien du peuple et donc peut rester. Ce qui amène à un sujet central de la partie 2, l'importance du récit et de l'image. Dès le début du second film, on va pousser De Gaulle à serrer la main de Giraud, le nouveau remplaçant trouvé par Churchill et Roosevelt, sous l'œil des photographes. Photo qui sera utilisée comme une preuve d'approbation du général pour être remplacé. De là à parler de propagande par les médias, il n'y a qu'un pas. Russe que De Gaulle retournera à son avantage bien plus tard d'ailleurs. Après ses nombreuses victoires, Leclerc est accueilli en héros et son prénom est scandé par la foule. À ce moment-là, contre-champ sur une caméra, et Leclerc va demander au public de scander celui de De Gaulle. À ce moment-là de la guerre, Leclerc n'est pas important, le symbole de Gaulle l'est plus, il faut donc nourrir son aura. Ou encore une fois, Moulin et toute sa petite mise en scène pour forcer le Conseil national de résistance à approuver De Gaulle. Une réflexion sur le pouvoir de l'image qui est d'autant plus appuyée que tout le long du second film, on a de nombreuses images d'archives. Ce qui est intéressant aussi dans la bataille de Gaulle, c'est d'avoir une autre version, un autre point de vue de nos alliés. Et le film en a plutôt une piètre image. Churchill est extrêmement intelligent, mais aussi têtu que De Gaulle et irascible. Sans compter qu'il cherche sans cesse à se débarrasser de ce dernier. J'aime beaucoup cette relation amour, haine, respect. Elle est à la fois tendue, drôle et même touchante. Mais alors, ceux qui morflent le plus, ce sont les Américains. Ça fait des années que l'on se tape du cinéma US où ce sont les grands sauveurs, et bien autant dire que là, ils s'en prennent plein la poire. Roosevelt est un salopard opportuniste qui ne s'engage dans la guerre qu'à cause de Pearl Harbor et compte bien annexer la France, avec le projet Amgot. Un dirigeant lui aussi ridiculisé par sa condition physique, étant paralysé des jambes. Bien que jouant les puissants, il ne peut se déplacer sans être porté. Il se fiche du sort de la France, il est prêt à la libérer des Allemands, tout ça pour la mettre entre les mains des vichistes. Que ce soit Darlan qui a abandonné ses principes pour ses ambitions personnelles, Giraud le type sans charisme et sans personnalité mais qui est la parfaite marionnette, ou que ce soit Pérouton qui a retiré la nationalité française aux Juifs d'Algérie. Tant qu'ils sont aux bottes des Américains, peu importe qui est au pouvoir, même si ce sont ceux qu'ils sont en train de combattre. Et encore au pouvoir. Ce qui permet de se rendre compte que la bataille de Gaulle, c'est pas tant une bataille idéologique. Le mot nazi n'est jamais cité. On retrouve toute leur esthétique, on sait parfaitement qui sont ces Allemands, et c'est suffisant. Certains des grands sujets sont pareils davantage en sous-texte. Je pense à la déportation des Juifs. Dans la partie 1, on nous dit que Livia est juive, Magimel va laisser une cérémonie juive se dérouler la veille de Bir Hakeim, et dans la partie 2, tout ce qui entoure Pérouton. Ce sont des sujets maintes fois traités, et donc le diptyque décide plutôt de se concentrer sur un autre aspect de la guerre. La bataille de Gaulle, c'est une bataille de pouvoir. Une bataille de valeurs aussi. Parce que je parle de Churchill et de Roosevelt, mais des généraux comme Eisenhower ou Montgomery seront montrés comme plus proches des idéaux de Gaulle et ses hommes. C'est une bataille sur tous les aspects de la France. Reste à savoir de quelle France on parle. On revient sur la notion de vérité historique et les quelques changements apportés. Il y a eu pas mal de critiques sur le côté roman national du projet. Et on ne peut pas complètement nier que, en dehors des collaborationnistes, la France est montrée quand même comme un peuple fier, honorable, victime aussi dans ce conflit. On le voit aussi dans la différence de traitement de la mort des soldats entre la partie 1 et la partie 2. Dans la partie 1 avec Bir Hakeim, la mort des soldats est présentée comme un gâchis. Dans la partie 2, je pense à la ligne de Marette, c'est davantage présenté comme un honneur, avec les grands violons, etc. Mais perso, je trouve qu'entre les deux, c'est pas exactement le même propos, et surtout, c'est pas contradictoire. Mais surtout, plein d'éléments viennent nuancer ou apporter une lecture différente. Déjà, simplement, le fait d'oser se moquer d'une figure comme De Gaulle. Encore une fois, on respecte le symbole qu'il a représenté pendant la Seconde Guerre mondiale, mais on n'hésite absolument pas à se foutre de sa gueule. De Gaulle en lui-même n'est pas iconisé. Il est iconisé lorsqu'il est une icône pour les autres. Un De Gaulle qui refusera toujours la négociation avec les vichistes, voire même avec ceux qui sont prêts à la négociation avec ces vichistes. De Gaulle qui, durant toute la seconde partie, demandera à dégager Pérouton, ce sera une de ses clauses non négociables, et il ne cache pas son mépris ni pour Pérouton, ni pour Giraud. De Gaulle qui aura dans son gouvernement des communistes. Le film met bien en avant leur présence dans le Conseil national de résistance. C'est aussi un diptyque qui donne l'image d'une France multiple et unie. On parlait de la sous-représentation du colonialisme, Leclerc a dans son armée des soldats venus des différentes colonies, avec certains se battant à dos de chameau, etc. Il a également à ses ordres des anarchistes espagnols, des femmes. Il aura même un discours face à ces soldats où tout le monde est mélangé, mis à égalité, et sur l'importance d'être unis face au fascisme. Mis en opposition avec les États-Unis, où le N-word est utilisé et où les Noirs n'ont pas le droit de contrôler les chars. Mettant en avant que les Alliés ont quand même quelques idées communes avec les Allemands de l'époque. Mais aussi, voire surtout, la partie 1 qui par son montage met à l'honneur l'assassinat de Fernand sur Darlan. Les films te disent carrément, avec le fascisme, on ne transige pas.
soit il dégage, soit on s'en débarrasse. Message qui paraît évident dans le cadre de la Seconde Guerre mondiale, mais qui prend une tournure nettement plus politique dans son écho avec l'actualité. Ce n'est pas pour rien que les films présentent un peuple multiple, mettant sur un pied d'égalité les Français d'origines diverses, y compris des colonies, de tout genre, de toute confession, face à une idéologie raciste. Ce n'est pas pour rien que l'on nomme les communistes et leur soutien à De Gaulle quand on cherche à nous terrifier par la menace de l'extrême gauche. Ce n'est pas pour rien que l'on appuie le mépris de De Gaulle pour les pétainistes, quand plusieurs politiques de notre frange bien à droite de notre spectre politique se revendiquent gaullistes, quand ces mêmes politiques représentent un parti fondé par ce que De Gaulle a combattu. Les films tombent dans le roman national, mais visent surtout à rappeler l'idéal que représente la France. Un pays où ces trois piliers sont la liberté, l'égalité, la fraternité. Ce qui est appuyé par le plan final. Attention, ça va encore plus spoiler. Le film se termine sur De Gaulle et Churchill, rendant hommage à la flamme du soldat inconnu. Les symboles saluent le combat mené par les vrais héros de la guerre. Mais surtout, on va enchaîner sur un plan large de l'Arc de Triomphe, à notre époque. Un moyen de rappeler que si notre pays en est là, c'est grâce à ceux qui ont combattu, mais aussi de nous rappeler que l'on doit veiller à ce que ça ne se reproduise pas. Ce plan final, c'est une lettre d'intention sur la situation politique actuelle en France. La raison pour laquelle j'ai aimé la bataille de Gaulle, et pour son côté extrêmement divertissant, son cast, sa technique, même si c'est pas toujours parfait mais ultra efficace, prenant et généreux, la raison pour laquelle je l'adore, et pour ses thématiques, sa réflexion sur l'homme et le symbole, et sa charge politique. C'est un de mes gros coups de cœur de l'année, des films que je reverrai avec un immense plaisir, et attendez-vous à les retrouver dans mon top 2026. Voilà, c'est tout pour cette vidéo, j'espère qu'elle vous a plu. Si vous les avez vus, n'hésitez pas à donner en commentaire votre avis sur les films. N'oubliez pas de liker, partager, ça aide beaucoup. On se retrouve très prochainement pour une autre vidéo. En attendant, n'oubliez pas d'être curieux, allez au cinéma, regardez des films. Bye.